Bonjour YouTube. Après avoir parlé d'autisme ou des troubles envahissants du comportement en général, on va maintenant aujourd'hui commencer par une maladie génétique peu connue, le syndrome de Rett. Qu'est-ce que le syndrome de Rett? Le syndrome de Rett est une maladie génétique rare qui perturbe le développement et la maturation du cerveau. Elle se manifeste chez les bébés et les jeunes enfants, presque exclusivement des filles, malheureusement. Ou heureusement, ça peut dépendre. Voilà. Je rigole, bien sûr. Un enfant atteint de syndrome de Rett démonte un. Démonte. Un enfant atteint du syndrome de Rett démonte. Putain. je crois que je vais le laisser au montage, ça. Je le laisse au montage, ça vous va? Ok. Un enfant atteint du syndrome de Rett démontre un développement normal au début de sa vie. Les premiers symptômes se manifestent entre 6 et 18 mois. Les enfants atteints du syndrome de Rett ont graduellement des problèmes de mouvement, de coordination et de communication qui affectent leur habilité à parler, à marcher ou à utiliser leurs mains. On parle alors de polyhandicap. Quelles sont les causes associées? La majorité des cas du syndrome de Rett, plus de 99,9%, sont causés par une mutation anormale du gène MEPC2. C'est un gène qui sert au fonctionnement normal du cerveau, qui se trouve dans le chromosome X. Donc on ne va pas épiloguer là-dessus, parce que c'est un peu trop complexe à expliquer. La mutation est spontanée, ce qui signifie qu'elle se produit au hasard et ne peut être transmise d'un parent à son enfant. Dans quelques rares cas, environ 1%, la maladie serait transmise génétiquement par les femmes. Et pour les troubles, quels sont ces troubles? On retrouve différents troubles. Ça fait trop de troubles. Des problèmes moteurs entraînant des difficultés à marcher, des problèmes de sommeil, les enfants s'endorment durant la journée et sont éveillés la nuit, des crises d'épilepsie ou des difficultés à manger qui entraînent une mauvaise alimentation et des retards de croissance, des os minces et fragiles, enclins à se fracturer, une scoliose évolutive qui peut nécessiter une chirurgie, des troubles cardiaques qui peuvent réduire l'espérance de vie, ou de l'anxiété et des problèmes de comportement. Quelles sont les prévalences et diagnostics à apporter? En Europe et au Canada, la prévalence du syndrome de Rett serait d'environ une fille sur 10 000 à 15 000. En France, cela représente à peu près 25 à 40 nouveaux cas chaque année. Elle constitue la première cause de polyhandicap d'origine génétique dans l'Hexagone. Le diagnostic du syndrome de Rett s'établit d'abord par des signes cliniques à l'aide des principaux symptômes de la maladie. Un test génétique peut confirmer le diagnostic. Un échantillon de sang de l'enfant est alors analysé pour identifier la présence d'une mutation dans le gène MEPC2 évoqué tout à l'heure. Toutefois, l'absence de mutation n'est pas retrouvée, 5 à 20% environ, chez des fillettes ayant cliniquement un syndrome de Rett typique. Des mutations d'autres gènes pourraient donner des tableaux cliniques similaires pour des formes atypiques. Quels sont les symptômes qui peuvent nous permettre de détecter cette maladie? Les premiers symptômes apparaissent à partir de 6 mois, mais les changements les plus prononcés se manifestent entre 12 et 18 mois. Un ralentissement de la croissance du crâne, la perte de coordination des mains, des troubles de communication, des crises convulsives, un manque de coordination, une respiration irrégulière, de l'irritabilité, une scoliose se manifestant vers l'âge de 8 ans, une arythmie pouvant réduire l'espérance de vie de l'enfant, de la constipation, des troubles de déglutation, des troubles vasomoteurs, c'est-à-dire que les pieds peuvent devenir froids, violacés ou décolorés, des expressions faciales étranges et soudaines, des rires prolongés,
des cris sans raison apparente ou des gestes brusques. Quelle est l'évolution de la maladie? Le syndrome de Rett se divise en 4 stades. Stade numéro 1, début entre 6 et 18 mois. L'enfant, dont le développement était normal, diminue son intérêt pour les jouets ou les personnes. La croissance de son crâne ralentit. Stade 2, entre 1 et 4 ans. Régression rapide, qui s'effectue en quelques semaines ou quelques mois. L'enfant ne communique plus avec son entourage, cesse de marcher ou d'utiliser ses mains. Il présente des mouvements stéréotypés des mains, fait des crises convulsives. Stade numéro 3, débute entre 2 et 10 ans environ. C'est une phase stationnaire qui peut durer plusieurs années. Même si les problèmes de mouvement persistent, les comportements s'améliorent. L'enfant est plus calme, il fait moins de crises. L'enfant retrouve le contact visuel et réapprend à utiliser ses mains. Certains présentent des problèmes respiratoires. Certains enfants restent à ce stade le reste de leur vie. Mais il y a le stade 4, qui débute après 10 ans. La motricité se détériore, l'enfant ne marche plus. Apparition de la scoliose, d'une faiblesse musculaire. Les enfants ne parlent habituellement pas, mais communiquent notamment par le regard. La plupart atteignent l'âge adulte. Durant les 2 premiers stades, il est parfois difficile de différencier le syndrome de Rett de l'autisme. Quels sont les traitements médicamenteux ou médicaux? Aucun traitement ne permet de guérir du syndrome de Rett, mais des médicaments permettent de contrôler certains symptômes de la maladie. Le traitement du syndrome de Rett implique un travail combiné de plusieurs professionnels de la santé tels que des éducateurs, des kinésithérapeutes, psychothérapeutes au Canada ou en Suisse, les psychomotriciens, les orthophonistes, etc., etc. Un médecin généraliste ou pédopsychiatre veillera à la coordination des différents soins et réévaluera constamment l'évolution de la maladie pour prescrire les soins en conséquence. L'enfant aura besoin de support tout au long de sa vie. Les médicaments les plus utilisés pour traiter l'épilepsie sont la carbamazépine, la lamotrigine et la valporate. Ce sont 3 médicaments antiépileptiques bien sûr. La mélatonine peut être utilisée pour réduire les troubles du sommeil observés chez les personnes atteintes du syndrome de Rett. Une nutrition adéquate est nécessaire pour maximiser la croissance et améliorer les habiletés mentales et sociales des fillettes atteintes du syndrome de Rett. Certains enfants atteints doivent suivre une diète riche en gras et en calories. D'autres doivent être nourris par intubation malheureusement. Le calcium et les suppléments minéraux aident à renforcer les os, ce qui ralentit la progression de la scoliose. Les troubles de déglutation nécessitent parfois une adaptation de l'alimentation, par exemple une alimentation qui est mixée au mixeur. Je crois qu'on l'a tous compris. Une prise en charge précoce des troubles moteurs améliore et ralentit leur évolution. Les interventions visent avant tout à maintenir la mobilité des articulations, à éviter que les muscles et les tendons se rétractent et à prévenir les déformations squelettiques. On peut aussi avoir un soutien par des appareillages de nuit ou de jour afin de conserver de bonnes positions assises ou debout. Des séances de kinésithérapie comprenant des exercices réguliers pour développer et maintenir le maintien de la marche, mobiliser les articulations et améliorer la coordination. On peut aussi prescrire des séances d'ergothérapie visant à favoriser les compétences motrices fines, donc manuelles, et à mettre en place des aides techniques, comme par exemple des contacteurs, des appareillages, des adaptations du jugement et du véhicule. Des séances de psychomotricité, je vais y arriver, des séances de psychomotricité comprenant des exercices en séance individuelle ou en groupe. Durant cet accompagnement, les enfants sont positionnés en situation de bien-être corporel, c'est-à-dire par exemple sur des tapis au sol ou sortis des appareillages qu'ils ont habituellement.
Vise également à développer leur conscience corporelle et sensorielle. Des séances d'orthophonie, par exemple, pour les enfants souffrant du syndrome de Rett. On peut aussi demander des séances d'injection de toxines botuliques, c'est-à-dire du Botox, qui sont parfois administrées pour réduire la spasticité des muscles. Tout le monde connaît le Botox, j'espère. Les fillettes atteintes de syndrome de Rett sont privées de communication verbale. La prise en charge consistera à comprendre ce que l'enfant tente de dire avec son corps, puis à mettre en place des moyens de communication non verbaux. Donc décoder le langage corporel de l'enfant. Ce langage non verbal consiste à observer et décoder les besoins et désirs de l'enfant à travers ses modifications posturales, donc la posture, ses modifications toniques, ses mimiques, son regard, ses cris ou ses pleurs. Alors on mettra aussi en place des pictogrammes, donc je vais mettre ici un exemple représentant des objets, des personnes ou des actions de la vie quotidienne pour faciliter la communication. Chaque fillette atteinte du syndrome de Rett présente une évolution et des besoins uniques. La scolarisation en milieu ordinaire est possible et vivement recommandée pour développer les habiletés sociales de l'enfant. À la demande des parents, il est possible d'établir un projet personnalisé de scolarisation, un PPS. Donc je vous explique vite fait, le PPS, j'en ai eu un moi personnellement. Ça permet surtout pour l'intégration des personnes handicapées, que ce soit mentale, moteur ou psychique. Ça leur permet justement d'avoir on va dire une vie normale, un peu comme les personnes valides au final. Donc ça prévoit du coup des aides humaines, donc par exemple des auxiliaires de vie scolaire ou des installations particulières pour l'enfant, tout en laissant beaucoup de temps pour les soins dans l'emploi du temps. On fera recours à un CESAD. Donc un CESAD, c'est une sorte d'organisation de médecins qui sont spécialisés dans le handicap. Donc le CESAD, on peut le proposer sur demande de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, ce qui permet la facilité de la scolarisation. Donc son équipe au CESAD intervient pour les rééducations dans l'enceinte de l'établissement scolaire et fait du lien avec ou entre l'équipe pédagogique et la famille. Les apprentissages sont basés sur l'amélioration de la communication et ils comprennent des activités variées, sportives et ou ludiques pour faciliter l'intégration à l'environnement, des activités encourageant l'enfant à communiquer même de façon non verbale, souvent au-delà des petites classes, maternelles surtout. L'avancée de la maladie ne permet pas à ces enfants de poursuivre leur scolarité en milieu classique. Les parents peuvent faire appel à l'MDPH, comme je vous disais, et elle les orientera vers un établissement spécialisé comme un IME, Institut médico-éducatif, CESAD ou SAAD. Donc c'est des organisations, comme je vous disais tout à l'heure, qui assurera un accompagnement médical, éducatif, social et scolaire. Un accompagnement psychologique est vivement recommandé pour ces enfants adultes, mais aussi pour les parents et la fratrie. De nombreux spécialistes, comme des psychiatres ou des psychologues, sont spécialisés dans l'accompagnement des patients qui n'utilisent pas le langage oral. Et après, une fois adulte, qu'est-ce qui se passe? La poursuite d'un suivi spécialisé est nécessaire à l'âge adulte. Il comporte les différentes prises en charge que j'ai évoquées tout à l'heure. Sur demande auprès de la MDPH, bien sûr, il sera possible de bénéficier d'un accueil spécialisé dans des MAS, donc maisons d'accueil spécialisées, des femmes, FAM, ou des SAMSA, donc organisations spécialisées dans les troubles du comportement surtout. Si le suivi a débuté précocement durant l'enfance, les professionnels travailleront à préserver les acquis et le bien-être de la personne. Le travail de l'autonomie sera au cœur des préoccupations de l'équipe. L'adulte souffrant du syndrome de Rett devra bénéficier de toutes les aides nécessaires ayant pour but de développer ses capacités de communication, de déplacement pour favoriser son épanouissement personnel et social. Entre parenthèses, je disais femme tout à l'heure, donc en fait,
Les femmes, FAM, c'est plus comme des logements sociaux spécialement conçus pour les personnes handicapées. Par exemple, un peu comme pour les personnes trisomiques, on leur propose des CAT, donc des établissements pour le travail spécialisés dans les personnes handicapées. Là, ça va être plus pour le logement. Donc apprendre à la personne à être autonome toute seule. Mais toujours accompagnée de médecins comme des ergothérapeutes, des kinés ou bien des psychologues, qui les suivra au cours de leur intégration en tant que bénéficiaires de logements sociaux. On m'a proposé ça quand j'étais jeune. J'ai refusé tout simplement parce que c'était ma propre volonté et qu'il fallait que j'arrête mes études pour ça. Donc j'ai préféré tenter ma chance tout seul en étant en colocation. Je vous parle un peu de ça parce que je l'ai vécu. Donc je peux comprendre que ça vous concerne pas vraiment, mais je préfère en parler avec vous. Fin de la parenthèse. Je vous remercie YouTube d'avoir suivi ce focus sur le syndrome de Rett. Et je sais que c'est un processus qui est long à expliquer en détail, par exemple pour les différentes formes d'autisme ou de troubles du comportement. Mais il est nécessaire de le faire. Et donc du coup, je vous dis à très bientôt YouTube. Ciao!